ce soir pour la première séance de 2009. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Rollin qui va prolonger un thème que le professeur Bienvenu avait déjà abordé, l'origine des contrats administratifs. Mais là, au lieu de parler des contrats de fief de l'ancien régime, Frédéric Rollin va se rapprocher de nous, je crois, quelque peu. Il va nous parler du 19e siècle, en s'interrogeant sur le rôle des cahiers des clauses et conditions générales dans la formation du droit des contrats administratifs. Monsieur. Merci Norbert. Je voudrais remercier, comment faut-il dire, les amis de la salle de droit public, les amis des conférences du soir de la salle de droit public de m'avoir convié à cette conférence et m'avoir demandé de parler devant vous. Je remercie tout spécialement Norbert Foulquier d'avoir eu le courage de me demander de préparer quelque chose en brûlant des cierges pendant plusieurs mois pour que je fasse les choses en temps et heure. Je remercie également le professeur Bienvenu d'avoir largement préparé le terrain, puisqu'il avait même donné un sujet de thèse qui était pas loin d'être cela, qui avait donné lieu à une thèse qui n'est pas absolument convaincante, mais qui... Non, il vaut mieux la retirer. qui trace quand même quelques pistes. Je l'ai fait reproduire par l'agence de reproduction des thèses pour pouvoir la consulter. Après, je me suis dit que c'était peut-être effectivement quand même pas utile à ce point. Et donc, je voudrais aborder devant vous un sujet que mes étudiants ont déjà entendu à plusieurs reprises, insister fréquemment sur le rôle des cahiers, des clauses et conditions générales, qui est une terminologie un peu datée, j'y reviendrai, dans la formation du droit des contrats administratifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des clauses et conditions générales? Qu'est-ce que c'est qu'un cahier des clauses administratives générales, dit-on maintenant, CCAG, on l'appelle par son petit nom pour les praticiens, enfin, des CCAG, parce qu'il y en a plusieurs. Eh bien, revenons à Gérando, qui nous explique très bien ce que c'est. Dans ses instituts, il nous dit « Les cahiers des clauses et conditions générales prennent ainsi le caractère d'une sorte de règle qui, bien qu'elle ne devienne obligatoire que par l'effet de la Convention, représente cependant dans le droit administratif les conditions constantes et universelles sur lesquelles ces conventions reposent. » Et au fond, je trouve qu'on a bien là ce qui est encore aujourd'hui administratif, et ici plus particulièrement du droit des contrats administratifs. Et au fond, il me semble qu'entre ce que nous dit Gérando et ce qu'on retrouve dans certains arrêts plus récents du Conseil d'État sous la dénomination de règles générales applicables aux contrats administratifs, eh bien, on rejoint un peu la même chose. Ces règles générales ne sont pas des principes généraux du droit au sens où ils auraient une valeur juridique bien déterminée, mais ils représentent une espèce de mouvement général du droit des contrats. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment ces cahiers des clauses et conditions générales sont apparus tout d'abord, et puis comment ils ont progressivement structuré, en quelque sorte, façonné, ou commencé de façonner, en tous les cas, la matière du droit des contrats administratifs. Et j'articulerai cette présentation en deux parties très simples. La première partie sera consacrée donc à la construction de ces cahiers des clauses et conditions générales au XIXe siècle. Et puis, la deuxième partie consistera à essayer de repérer quelques-uns des thèmes classiques du droit des contrats administratifs et voir comment ils ont été construits, ou pas d'ailleurs, on verra qu'il y a quelques points qui n'ont pas été construits par ces documents, comment ils ont été construits au travers de ces documents. Donc, tout d'abord, si vous le voulez bien, commençons par essayer de voir comment ces cahiers des clauses et conditions générales rattachés à des contrats passés par l'administration sont apparus. Il me semble qu'il faut commencer par dire un mot du contexte administratif dans lequel ces choses se passent, et commencer par évoquer dans ce contexte administratif une forte continuité
entre l'Ancien Régime et la première moitié du XIXe siècle. Forte continuité qui tient à l'action d'une administration essentielle dans la structuration du droit administratif, qui est l'administration des ponts et chaussées. L'administration des ponts et chaussées a été fondée, en tous les cas sous sa forme sous laquelle nous la connaissons, a été fondée en 1716, mais surtout a été fortement structurée en 1747 sous l'influence de Peyronnet, qui a créé l'école nationale des ponts et chaussées, l'école des ponts et chaussées, elle ne viendra nationale qu'un peu plus tard, et qui a également créé l'idée qu'il devait y avoir une assemblée générale ou un conseil général des ponts et chaussées, les deux appellations ont été utilisées, qui était un lieu de réflexion, et un lieu de réflexion technico-administratif, et lorsqu'on lit les recueils des mémoires des annales des ponts et chaussées, dès le XVIIIe, on voit à la fois des réflexions sur la fabrication des ponts, la dilatation des ponts, comme sur les mécanismes administratifs pour passer des marchés publics. Et au fond, c'est dans ce creuset que s'est véritablement développé tout le droit des contrats administratifs, et on verra d'ailleurs que de nombreuses autres administrations se sont inspirées des travaux réalisés par les ponts et chaussées pour développer, parfois de manière un peu spécifique, un peu adaptée, développer des techniques de passation de contrats administratifs. Donc, une institution qui existe sous l'Ancien Régime, qui, à la veille de la Révolution, est déjà fortement structurée, a déjà beaucoup réfléchi, et qui va bénéficier, je crois que la personnalité de son, sinon fondateur, du moins grand inspirateur Peyronnet n'y est pas pour rien, va bénéficier d'une très forte continuité, puisque on dira de Peyronnet qu'il a été à la fois anobli sous l'Ancien Régime et doté d'une souscription nationale pour lui offrir une retraite en 1791, ce qui montre que c'est un personnage qui, d'un point de vue peut-être un peu cynique, a su évoluer avec le temps, ou d'un point de vue plus positif, qu'il avait une aura telle que tous les régimes lui ont reconnu une certaine valeur. Cette continuité, elle va être cristallisée au début de la Révolution, elle va l'être sous le Directoire, et elle va l'être également pendant la période consulaire puis impériale, de telle sorte que, du point de vue des ponts et chaussées, la Révolution n'a assurément pas constitué une rupture. Bien davantage même, on sent, dès le Directoire, avant le consulat donc, on sent l'administration des ponts et chaussées se restructurer très fortement, reprendre la main sur l'ensemble de l'administration, donner des directives, imposer des manières de voir, et lorsqu'on regarde le fonctionnement de ce qui sera ensuite la Direction générale des ponts et chaussées, eh bien on se rend compte qu'on a affaire à une administration qui imprime sa manière de voir à toutes les autres, y compris d'ailleurs à l'administration préfectorale. Les directives données par le directeur général des ponts et chaussées au préfet manifestent bien une domination du premier sur les seconds, ce qui est tout à fait remarquable. Et cette administration va accompagner la fabrication ou la transformation progressive, je dirais, d'une coutume administrative, d'une manière administrative de passer des contrats en règles juridiques. Et ça, c'est peut-être une des transmutations qui s'opèrent à l'occasion de la Révolution. Au XVIIIe siècle, voire au XVIIe siècle déjà, on fonctionne sur des habitudes administratives, mais qui ne sont pas véritablement codifiées. On a bien quelques déclarations royales qui donnent des lignes directrices, mais globalement, ça n'est pas codifié. Alors que le début du XIXe siècle va au contraire marquer le moment d'une véritable codification de ces habitudes administratives, de faire des contrats administratifs. Et on va voir émerger à ce moment-là ces documents types, ces cahiers des clauses et conditions générales. Le premier, celui auquel j'aurai l'occasion de me référer à plusieurs reprises, date de 1811, et on verra que la structure du cahier de 1811 perdurera pendant une partie importante du XIXe siècle. La structure sera reprise en 1833, elle sera reprise avec peu de changements en 1866, quelques évolutions supplémentaires en 1892, mais enfin, lorsqu'on regarde la manière dont étaient rédigés les cahiers
des clauses et conditions générales au XXe siècle, on retrouve des expressions qui étaient déjà dans le cahier de 1811, ce qui manifeste une grande continuité. Voilà donc un mot sur le contexte administratif. Disons maintenant un mot également dans cette partie consacrée à la structuration des cahiers des clauses et conditions générales. Disons un mot sur le contexte économique. Je crois que pour comprendre pourquoi et comment on fabrique des contrats administratifs au XIXe siècle et comment un certain nombre des mécanismes mis en place à l'époque sont parvenus jusqu'à nous, je pense qu'il faut comprendre ce qu'est l'économie publique au début du XIXe siècle. Et il faut, à mon sens, comprendre deux choses. La première touche principalement à la structure du financement des investissements publics, et la seconde touche à la structure des entreprises au début du XIXe siècle. On pourrait même dire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. D'abord sur les questions de financement. Lorsqu'une administration désire réaliser un investissement, elle a le choix fondamentalement entre deux possibilités, soit réaliser cet investissement sur ses fonds propres, soit réaliser cet investissement sur des fonds privés qui devront, dans ces cas-là, bénéficier d'un certain nombre de redevances, sous la forme de péages, plus particulièrement au XIXe siècle, sous la forme de péages. Et donc, au fond, on voit dès cette époque se structurer deux grands modèles d'investissement public, un modèle de type marché et un modèle de type concessif. Le départ entre les deux tient en règle générale à la lourdeur de l'investissement. Lorsque les investissements sont importants, il est fréquent que la puissance publique ait recours à des capitaux privés, probablement parce que, aussi bien à la fin du XVIIIe siècle qu'au début du XIXe siècle, le budget de l'État n'a pas les moyens d'assumer seul ces investissements. C'est évidemment tentant de faire des ponts avec la période actuelle, mais en tous les cas, c'est comme ça que cela se passe au début du XIXe siècle. Donc des financements privés qui sont appelés en quelque sorte au renfort des investissements publics. Et de surcroît, il y a des investissements qui sont susceptibles d'être privatisés, donc de donner lieu à péage, les ponts par exemple, alors qu'il y a au contraire des investissements dont on considère qu'ils ne sont pas susceptibles de donner lieu à péage, qui ne sont pas susceptibles d'être privatisés, comme la construction de routes. Lorsqu'on construit une route à travers les Pyrénées ou à travers les Alpes, elle restera gratuite, donc il n'y aura pas moyen de faire payer l'usager en quelque sorte, et par conséquent de faire rentrer des investissements privés dans leurs fonds. En revanche, lorsqu'on construit des ponts sur la Seine, lorsqu'on construit des bacs, là où la Seine est trop large et qu'on ne peut pas construire de pont, là on peut parfaitement créer des péages, donc créer un financement par l'usager de l'ouvrage et par conséquent avoir plus facilement recours au modèle concessif. Par ailleurs, le modèle marché joue également un rôle essentiel dans les opérations qui ne sont pas des opérations d'investissement mais des opérations d'entretien. Lorsque l'administration entretient les routes, par exemple, elle a recours au modèle marché, c'est notamment le développement des cantonniers. Alors les cantonniers qui à l'origine n'étaient pas des agents contractuels de l'administration ou des agents titulaires de l'administration, mais qui étaient des entrepreneurs titulaires d'un marché d'entretien du domaine routier. Mais en tous les cas, donc, pour ce qui concerne les voies de communication en particulier, puisque nous partons sur une base ponts et chaussées, nous verrons ensuite comment ça s'est diffusé dans d'autres administrations, mais partons sur la base ponts et chaussées. On a déjà le développement d'un modèle concessif et d'un modèle marché. Les cahiers des clauses et conditions générales ne vont s'appliquer qu'au modèle marché. Et de ce point de vue, il est extrêmement frappant de constater qu'il y a une différence profonde dans la manière de voir les choses, la manière de fabriquer du contrat administratif entre les marchés et les concessions. Et je dirais qu'il y a une différence essentielle, c'est que le marché est un mode routinier de passation des contrats,
en ce sens où il a vocation à reproduire des routines, il a vocation à être standardisé, et il appelle donc le document type, qui sera la trame de cette routine, alors qu'au contraire, la concession est toujours un contrat particulier, qui appelle la rédaction spécifique, qui appelle l'individualisation et qui par conséquent est beaucoup plus rétif au document type. Et il me semble qu'il y a ici quelque chose qui ne sera d'ailleurs corrigé qu'au XXe siècle, notamment lorsque le ministère de l'Intérieur élaborera des contrats standardisés que l'on peut reproduire, alors que la concession est un contrat spécifique qui présente un grand caractère d'individualité. Donc voilà ce que je voulais dire sur les techniques de financement. Il aurait fallu dire un mot également, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder, sur les techniques de financement des marchés militaires, parce que c'est une branche importante de la dépense publique au XIXe siècle, notamment avec les subsistances, d'une part, des armées, et d'autre part, naturellement, la réalisation des investissements, que ce soit immobiliers ou des investissements relatifs aux armes et différents matériels de guerre utilisés par les armées, parce qu'à l'époque napoléonienne, il est clair que c'est une branche importante de la dépense publique, mais ça obéit à un certain nombre de règles spécifiques, notamment avec le modèle des manufactures, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder. Structure du financement, structure des entreprises. Je crois qu'ici, il faut attirer l'attention sur un autre point important, c'est qu'il faut comprendre que lorsque l'administration contracte au début du XIXe siècle, elle ne contracte pas avec Bouygues ou avec Vinci ou avec toute autre entreprise de ce type, elle contracte avec des entreprises de très petite taille. Et d'ailleurs, l'histoire du XIXe siècle, au fond, c'est l'histoire de la structuration progressive des entreprises, du développement de la taille des entreprises, par le truchement de la révolution industrielle naturellement. Et l'administration, d'ailleurs, ne suivra qu'avec retard cette évolution, et on verra les entreprises se plaindre de clauses qui ne sont pas adaptées à des entreprises de taille plus importante qu'elles ne l'étaient au début du XIXe siècle. Mais l'entreprise du début du XIXe siècle, et je dirai même un mot tout à l'heure sur celle de la fin du XVIIIe siècle, l'entreprise du début du XIXe siècle, c'est une entreprise qui est encore fortement marquée par la notion de métier, parce que certes, la loi Le Chapelier, le décret d'Allard sont passés par là, mais ça n'est pas parce qu'on supprime les corporations, ça n'est pas parce qu'on supprime les structures administratives que 2 ans après, toutes les entreprises, tous les maîtres se sont regroupés pour créer des sociétés, qui étaient d'ailleurs très difficiles à créer, regroupant des centaines d'ouvriers. On reste malgré tout sur des petites unités, et lorsque l'administration contracte, elle contracte avec des petites unités. Ça produit 2 effets. Le premier effet, cette logique de métier, c'est que l'administration doit jouer non seulement le rôle du maître de l'ouvrage, mais doit jouer le rôle du maître d'œuvre. Parce qu'elle n'a pas en face d'elle des entrepreneurs principaux qui sont capables de gérer l'ensemble d'un chantier, par exemple de fabrication d'une route. Elle a en face d'elle des maçons, des carriers, des paveurs, des dépaveurs, j'exagère peut-être un peu, mais en tous les cas, elle a en face d'elle des entités atomisées qu'elle a besoin de diriger. Et d'ailleurs, on notera que dans l'administration des ponts et chaussées, il y a 600 ingénieurs, mais il y a 350 conducteurs de travaux au début du XIXe siècle. Donc on voit bien que le conducteur de travaux est une denrée au moins aussi importante, ou presque aussi importante, que l'ingénieur des ponts et chaussées, qui est pourtant la grande figure de l'administration des ponts et chaussées. La deuxième conséquence, c'est que l'administration a en face d'elle pas véritablement des entreprises, elle a en face d'elle des personnes qui louent leur travail et qu'elle va diriger comme elle dirige en réalité, elle dirigera plus tard, des salariés. En réalité, lorsque l'administration contracte dans le cadre de la passation des marchés publics de travaux au début du XIXe siècle, elle ne contracte pas avec des entreprises au sens moderne du terme, elle contracte avec des personnes qu'elle va diriger comme elle dirige aujourd'hui des agents. Et on constatera aussi qu'une part importante des caractéristiques du cahier des charges de 1811 et qui seront reproduites ensuite sur les pouvoirs de direction et de contrôle de l'administration ressemble étrangement à du pouvoir disciplinaire exercé sur des agents publics.
C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas un départ considérable entre gérer des toutes petites entreprises de 5 à 10 personnes et gérer des agents publics directement. Et donc il faut bien aussi avoir cela en tête, c'est que la manière dont agit l'administration à l'égard des entreprises ressemble à la manière d'agir d'un chef de service et non pas seulement d'un co-contractant. Ça aussi, c'est un point important parce qu'un certain nombre des figures que l'on retrouvera dans ces cahiers des clauses et conditions générales ne se comprennent que si on mesure cette atomisation, en quelque sorte, du monde de l'entreprise. Voilà pour le contexte économique, un peu un panorama des problématiques qui se posent à propos des contrats publics. Troisième point que je voudrais aborder dans ces questions touchant à la structuration du cahier des clauses et des conditions générales, ce sont les questions qui touchent à l'enjeu. Pourquoi, en 1811, rédiger un cahier des clauses et conditions générales plutôt que ne pas en rédiger, plutôt que de rester dans les méthodes antérieures, faites de coutumes administratives en quelque sorte? Eh bien, il me semble que l'enjeu de la rédaction de ce premier des cahiers des clauses et conditions générales en 1811 peut être, les enjeux peuvent être rangés en 3 points ou en 3 catégories. D'abord, il est incontestable que cette période, qui évidemment est consubstantielle à la Renaissance administrative sous l'Empire, enfin sous le Consulat et sous l'Empire, est marquée par une volonté de normalisation des pratiques administratives. Et ça rejoint cette thématique des routines administratives que j'évoquais tout à l'heure. Normalisation des pratiques administratives qui se caractérise par 2 points. D'abord, introduire de la constance dans les procédures. Il faut que les procédures soient les mêmes partout. Il faut régulariser les procédures, comme on peut parfois entendre. Et puis ensuite, deuxième point, il s'agit de donner à la centralisation les outils dont elle a besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que les marchés soient tous passés de la même manière? Eh bien parce que le directeur général des ponts et chaussées, qui doit homologuer, approuver, les termes varient selon les époques, l'ensemble de ces marchés, a besoin de savoir à quel article se retrouvent les dispositions relatives aux maîtrés, à quel article se retrouvent les dispositions, les stipulations, faudrait-il dire? Oh, les dispositions, continue. Les dispositions relatives aux produits des carrières, les dispositions relatives aux réadjudications. Si les contrats ne sont pas standardisés, il va y passer beaucoup plus de temps. Donc, standardiser, rédiger des cahiers des clauses et conditions générales applicables à tous les marchés, c'est donner à la centralisation un outil puissant de contrôle des administrations territoriales de l'État. La deuxième raison, pardonnez-moi, je rajoute un point là-dessus, il est d'ailleurs tout à fait frappant de noter, lorsqu'on regarde le développement des textes réglementaires, des textes administratifs, on va dire, relatifs aux ponts et chaussées, il est tout à fait frappant de constater qu'à la même période où on a ce cahier des clauses et conditions générales qui est rédigé, eh bien, on a en même temps des modèles de cahier des charges pour l'adjudication des bacs et bateaux de passage. On a, dès 1807, une première circulaire sur les marchés publics. On a, en 1803, quelque chose qui ressemble à un embryon de code des marchés publics. Donc, on a, dans un espace de 10 ans, au moins 3 initiatives qui visent à standardiser un certain nombre de procédures. Donc, clairement, c'est l'époque, c'est le moment, ce sont les exigences de la centralité. Deuxième enjeu, la rédaction de ces cahiers des clauses et conditions générales répond également à une modernisation des techniques comptables, incontestablement. Et là encore, de 2 points de vue. D'abord, il s'agit d'améliorer la comptabilité du marché lui-même, c'est-à-dire d'améliorer les documents par lesquels vont être mises en œuvre les relations entre l'administration et son co-contractant. Qu'est-ce qu'il doit produire pour être payé? Qu'est-ce que doit vérifier l'administration pour le payer? À quel moment doit-elle le payer?
voilà qui va être inscrit, ce n'est pas la partie dont je m'occuperai le plus, mais c'est une partie significative du contenu de ce cahier des clauses, c'est l'ensemble des mécanismes relatifs au paiement et à la gestion des finances du contrat. Et de ce point de vue, là encore, la standardisation se révèle tout à fait importante pour pas qu'il se développe des pratiques de nature différente dans les différents territoires. Et puis, d'autre part, il s'agit également de la modernisation des techniques de la comptabilité publique, naturellement. Il est vrai que c'est sous la Restauration qu'a véritablement eu lieu l'explosion du droit de la comptabilité publique et des finances publiques en général, mais dès l'Empire, on sent malgré tout la nécessité d'améliorer la visibilité des engagements de l'État, et évidemment, lorsqu'on standardise la manière de rédiger les marchés, on est également en mesure de déterminer qu'est-ce qui va coûter quoi, dans quelles conditions et à quel moment. Cela permet également de régulariser donc, les mécanismes de la dépense publique. Et de ce point de vue, donc, la rédaction de documents standardisés joue un rôle très important. Enfin, troisième enjeu, et celui-là est d'une nature différente, troisième enjeu, et je l'évoque davantage comme une hypothèse que comme une certitude, on peut se demander si la rédaction de ces cahiers types qui sont imposés par l'administration centrale des ponts et chaussées n'est pas une manière de lutter contre les entrepreneurs. On trouve dans les travaux récents en histoire du droit ou en histoire des ponts et chaussées un certain nombre d'éléments sur le fait que les entrepreneurs avaient acquis à la fin du XVIIIe siècle un rôle extrêmement important et étaient en lutte contre les ingénieurs. Et que, notamment dans la Généralité de Paris, ce sont des travaux qui ont été réalisés après la thèse de François Monnier, donc on ne retrouve pas forcément dans sa thèse, mais notamment dans la Généralité de Paris, on voit les entrepreneurs, donc des métiers, lutter contre les architectes et les ingénieurs, et avec certaines chances de succès, et avec par ailleurs un certain nombre de mécanismes d'autonomisation par rapport aux ingénieurs. Et on peut se demander dans quelle mesure la rédaction du cahier des clauses des conditions générales, qui marque la soumission radicale et absolue de l'entrepreneur à l'ingénieur, n'est pas une manière d'inverser cette figure de la fin du XVIIIe siècle et de redonner la main à l'ingénieur contre l'entrepreneur. C'est une hypothèse parce que, à part le fait de l'imaginer intellectuellement et en confrontant ça avec la rédaction du cahier, on peut se poser cette question. Est-ce qu'on pourrait la conforter par d'autres documents? Ça mériterait peut-être d'être vérifié. Mais en tous les cas, on sent malgré tout cette domination de l'ingénieur, peut-être exagérée. On verra d'ailleurs qu'après 1811, toute l'histoire du XIXe siècle, c'est une histoire de l'allègement progressif de la rigueur de la contrainte qu'on fait peser sur les entrepreneurs. Et puis, de la même manière, il y a peut-être aussi une lutte contre les juridictions de la construction qui s'était développée au XVIIIe siècle, puisqu'il y avait une chambre de la construction, qui était une juridiction autonome qui s'était développée à la fin du XVIIIe siècle à Paris, dans la Généralité de Paris. Et on sent bien que dans le cahier des clauses et conditions générales, et même avant, à la vérité, dès 1797, on réinvestit d'abord l'autorité administrative comme principalement compétente pour le contentieux des travaux publics. Dès avant l'an 8, on dit, les tribunaux ne doivent pas connaître des contrats. Il n'y a pas besoin de cette clause législative d'attribution de compétences que l'on prête généralement à la loi de Pluvieux en 8. Dès 1797, on dit qu'il s'agit de matière administrative, le contentieux doit en être administratif, et les cahiers des clauses et conditions générales du XIXe siècle marqueront également la volonté de créer des procédures pré-contentieuses ou contentieuses, fortement dominées par l'administration et très éloignées de cette chambre de la construction qui était une espèce de juridiction très proche des intérêts professionnels. Donc il me semble qu'il y a aussi dans la rédaction de ces documents types une lutte contre la pratique professionnelle telle qu'elle pouvait exister dans le domaine des travaux publics au XVIIIe siècle. Dernier point de cette première partie, c'est le quatrième. Il faut dire un mot du statut juridique et du contenu de ce cahier des clauses générales de 1811. Alors, disons d'abord un mot de son statut.
Eh bien écoutez, pour dire un mot de son statut, il n'est pas mieux que de lire un passage de la brève lettre circulaire qu'adresse le directeur général des ponts et chaussées au préfet pour leur communiquer quelques exemplaires du cahier des clauses et conditions générales qui devront être désormais imposés aux entrepreneurs pour tous les travaux qui sont du ressort de l'administration des ponts et chaussées. Imposés, donc on a le sentiment qu'il s'agit d'un document qui sera obligatoire dans tous les marchés. Toutefois, le directeur général des ponts et chaussées prend la peine de préciser, et c'est d'ailleurs la dernière fois où cela sera précisé, dans des cahiers ultérieurs, on oubliera cette mention, dans le cas où quelques raisons particulières, dépendant des circonstances ou des localités, exigeraient l'addition, la suppression, le changement ou la modification, chose très différente, de quelques-unes des clauses que ce cahier renferme, il serait nécessaire que vous m'en fissiez connaître clairement et succinctement les motifs pour que je puisse toujours les approuver ou les rejeter en parfaite connaissance de cause et préalablement à l'adjudication des travaux. Donc il s'agit à la fois des documents types, mais en principe obligatoires, mais dans lesquels les administrations territoriales peuvent laisser une espèce d'autonomie locale continuer de se manifester sous la réserve de l'approbation ou de l'homologation du directeur général des ponts et chaussées. Et il me semble qu'on a ici quelque chose qui est intéressant, c'est à la fois ce document type obligatoire avec cette espèce de réserve de particularismes locaux, même si on verra pas, parce que je n'aurai pas le temps de m'y attacher, que le même cahier proclame que les us et coutumes locaux ne sont pas applicables au marché de travaux publics, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, et que dans les cahiers ultérieurs, 33, 66, 92, etc., il ne sera plus question de ces réserves locales pour la détermination des clauses et conditions applicables au marché public. C'est donc cette circulaire qui donne le statut de ce cahier, mais il est intéressant également de noter que c'est une circulaire qui rend ces documents obligatoires, autrement dit que dans la logique de l'administration napoléonienne, c'est bien conçu comme un acte du fonctionnement interne de l'administration des ponts et chaussées que d'autodéterminer la manière dont elle passe ses marchés. Et nous verrons que ces cahiers des clauses et conditions générales verront progressivement se détacher d'eux toute une branche du droit des contrats administratifs qui est le droit de la passation, pour devenir eux plutôt la branche exécution, mais que, à l'origine, c'est bien l'ensemble, passation et exécution, qui est autodéterminé par l'administration des ponts et chaussées. Alors justement, puisque j'évoquais déjà ces éléments de contenu, après ces éléments de statut, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux éléments de contenu. Et effectivement, indéniablement, il faut distinguer dans ces cahiers des clauses ce qui relève des règles de passation et ce qui relève des règles d'exécution du droit des contrats administratifs. Alors, la passation des contrats administratifs, et en particulier la passation des marchés publics, a toujours fait l'objet de textes exécutifs, cela depuis le début du XVIIe siècle. On cite généralement une ordonnance de 1605 du Grand Voyer de France, c'est-à-dire de Sully, pour signaler la première fois où on a dit qu'il faudrait de la publicité et de la concurrence dans les marchés publics. Alors effectivement, on a eu comme ça, de manière assez récurrente, des affirmations ou des réaffirmations de ces obligations de transparence, de mise en concurrence. Et d'ailleurs, François Monnier, dans sa thèse, souligne que la réaffirmation très fréquente de cette obligation pouvait laisser à croire qu'elle n'était pas respectée avec la plus extrême rigueur par les administrations et que par conséquent il y avait besoin de la réaffirmer. Elle le sera encore au début du XIXe siècle dans des textes spéciaux. J'évoquais en particulier cette circulaire de 1807. Il y a encore, qu'est-ce que j'évoquais encore? Il y a des tas de choses. De toute façon, il y en a énormément. Il y a un arrêté du gouvernement du 19 Ventose en 11 qui rappelle bien également tous ces mécanismes. Mais il n'empêche que
techniquement, c'est dans le cahier de 1811 que l'on trouvera affirmé déterminé avec le plus de précision, les règles relatives à la passation des marchés publics. Ce qui est d'ailleurs pas absolument logique, puisque tant qu'on n'a pas passé le contrat, on ne voit pas très bien comment la règle peut s'appliquer dans un document contractuel, mais on pourrait en discuter, on peut dire que c'est une espèce de sollicitation qu'à partir du moment où l'entrepreneur a signé, il accepte d'appliquer ces règles. Mais peu importe. En tous les cas, c'est bien dans ce cahier des clauses que l'on trouvera le développement le plus complet sur le régime de l'adjudication, sur les modalités d'analyse des offres par l'administration, sur un point qui fait encore débat aujourd'hui, sur les certificats de capacité des entreprises pour qu'elles puissent contracter, et sur les techniques d'homologation des adjudications. Je ne m'attacherai pas trop à ces points-là, parce que ces règles de passation font maintenant l'objet d'un régime autonome, mais qui s'est détaché de ces cahiers des clauses et conditions générales. Mais enfin, il faut souligner que c'est ici que s'est développée cette réglementation technique de la passation. Et puis, on trouve à côté de cela les règles relatives à l'exécution. Et je citerai ici quelques-unes des règles principales que l'on va trouver dans ce cahier. Et parmi ces règles se trouvent celles que j'aborderai dans la deuxième partie pour montrer comment ce droit s'est progressivement constitué. On trouve dans ce cahier de 1811 des règles relatives à l'obligation d'exécution personnelle des contrats. On trouve des règles sur le pouvoir de surveillance et de direction de l'administration dans l'exécution du contrat. On trouve des règles relatives aux sanctions contractuelles applicables au contrat, en tous les cas aux sanctions résolutoires. On verra qu'il y a peu de règles sur les sanctions. Il n'y a pas de règles du tout sur les sanctions pécuniaires. Des règles sur les questions assurantielles, gestion des risques, conséquences des différentes circonstances. Des règles relatives à la police générale du chantier, au paiement, des règles relatives à l'achèvement des travaux. Alors je peux en dire un mot tout de suite parce que je n'y reviendrai pas. C'est dans ce cahier des clauses et conditions générales qu'a été développée la pratique administrative de la double réception des travaux, réception provisoire puis réception définitive, qui a été abandonnée progressivement dans la deuxième moitié du XXe siècle. On trouve également des règles relatives aux modifications unilatérales des projets, aux résiliations unilatérales de ces marchés. Et on trouve également quelques règles relatives aux contentieux, pas énormément, mais on peut citer, pour ne pas y revenir, la dernière d'entre elles, les dispositions de l'article 42, pour l'exécution des précédentes clauses générales, ainsi que des conditions particulières stipulées au devis, l'entrepreneur se soumet à être traité comme entrepreneur des travaux publics. En conséquence, toutes les contestations qui s'élèveront seront portées par devant le conseil de préfecture pour y être décidées administrativement. Ce qui est frappant, c'est le mélange de volontarisme et d'obligations extérieures imposées aux co-contractants de l'administration qui se soumet volontairement mais obligatoirement à son dur statut d'entrepreneur de travaux publics, de telle sorte que, malgré la loi de 1808, en 1811, on a encore un doute sur le point de savoir si on est bien en présence de contrats administratifs par nature ou s'il faut que cette nature administrative soit en quelque sorte acceptée par l'entrepreneur pour qu'elle devienne. Je crois que ni l'un ni l'autre n'est exact. Je crois que ce n'est pas forcément clair dans l'esprit de chacun. Il ne faut pas par ailleurs sous-estimer que ces clauses reproduisent un certain nombre de documents antérieurs, même si ce ne sont pas des documents types, et que, comme dans la pratique notariale actuelle, on préfère parfois écrire 10 fois la même chose avec des formules différentes pour être bien sûr que ce soit compris, avec des fondements différents, et au fond, il est probable qu'ici, on soit un peu dans la même logique, c'est-à-dire d'écrire plusieurs fois la même chose pour être sûr, bien d'accord, qu'on est en présence d'un contrat administratif. Voilà ce que je voulais dire dans cette première longue partie, j'en suis désolé, dans cette première longue partie sur la manière dont s'est construit ce cahier des clauses de 1811. Ce que je voudrais maintenant aborder, c'est des aspects plus substantiels, c'est voir un peu dans le cahier de 1811 et dans les cahiers postérieurs comment s'est construit, comment se sont construits certains éléments du droit des contrats administratifs. Alors, j'ai, pour tout dire, ici un peu picoré
pour choisir un certain nombre d'éléments de régime juridique me paraissant refléter des réalités différentes. Des hypothèses dans lesquelles le droit de 1811, si j'ose dire, est encore le droit actuel, des hypothèses dans lesquelles le droit de 1811 préfigure le droit actuel, et des hypothèses dans lesquelles le droit de 1811 n'est plus le droit actuel. Donc pour bien montrer que, certes, ça joue un rôle dans la construction du droit des contrats administratifs, mais enfin qu'on ne peut pas non plus dire qu'il y aurait là le creuset de toutes les règles. Il n'y a pas le creuset de toutes les règles, mais en revanche, me semble-t-il, il y a le creuset de presque toutes les problématiques actuelles. Elles ne sont pas forcément traitées pareil, mais les questions sont déjà fréquemment posées, et c'est même étonnant comme il y a peu de questions nouvelles en droit des contrats administratifs, si on veut bien y réfléchir. Alors je commencerai, et c'est un peu l'ordre des cahiers que j'ai choisi d'utiliser, je commencerai par la question de l'exécution personnelle du contrat. Et voilà une question qui est extrêmement intéressante, parce qu'ici, le droit de 1811 n'est plus le droit actuel. Il est même le contraire du droit actuel. Et il y a même une évolution qui se déroule entre 1811 et 1975, avec la loi sur la sous-traitance, qui, à mon sens, est tout à fait caractéristique de la manière dont l'administration a accompagné l'évolution des structures de l'entreprise. En 1811, la sous-traitance est absolument interdite. Elle est absolument interdite. Cela signifie que l'entrepreneur ne peut pas sous-traiter et que s'il sous-traite, il y a forcément résiliation du contrat et réadjudication à la fois l'enchère. Bonne vieille terminologie empruntée du droit de l'adjudication. Réadjudication. Dans le cahier de 1866, qui est la deuxième révision, parce qu'il y a une première révision en 1833, mais qui ne change pas grand-chose, le cahier de 1866 est sensiblement plus éloigné du précédent. Dans le cahier de 1866, la sous-traitance n'est autorisée, la sous-traitance, pardonnez-moi, n'est possible qu'à la condition d'avoir été autorisée par l'administration. Et puis, désormais, depuis 1975, vous le savez, la sous-traitance, non seulement n'est plus interdite, mais elle est même favorisée désormais par les pratiques actuelles, puisque la sous-traitance devient la seule possibilité pour les PME de continuer d'accéder à la commande publique d'importance, pas au petit marché, mais au marché de taille significative, parce que désormais, l'administration a en face d'elle, pour les opérations d'importance, des groupes d'entreprises, ou des sociétés en tous les cas de taille importante, qui ont les moyens de tout réaliser elles-mêmes, ou au contraire de décider de confier telle ou telle partie du travail à réaliser à des PME. Autrement dit, vous voyez que cette petite entreprise de 1811 qui doit réaliser personnellement, et on trouve dans le cahier des clauses de 1811 des obligations très frappantes, l'entrepreneur doit loger à proximité du chantier. Donc il y a vraiment cette idée de la proximité personnelle, qui sera d'ailleurs très critiquée, qui sera une des causes de la révision de 1866, parce que les entrepreneurs de 1866, les sociétés anonymes en train de se créer, ne comprennent plus très bien cette manière de fonctionner. Eh bien, cette proximité personnelle aujourd'hui est complètement inversée en quelque sorte, et on est aujourd'hui dans une logique beaucoup plus abstraite, beaucoup plus générale, avec des entités capables de réaliser l'ensemble des prestations qui leur sont confiées par l'administration, soit directement, soit par que je voudrais évoquer, et ici on voit au contraire dans le droit de 1811 l'embryon du droit encore actuellement existant, c'est les questions touchant au pouvoir de surveillance et de direction de l'administration dans l'exécution du contrat. Et dans ces pouvoirs de surveillance et de direction, je voudrais aborder notamment deux questions. On pourrait en aborder bien d'autres, mais je voudrais en aborder deux. Je voudrais d'abord aborder les questions qui touchent aux ordres de service. Dans le cahier de 1811, on a une clause générale
c'est l'article 29. L'entrepreneur exécutera ponctuellement tout ce que les ingénieurs lui commanderont pour l'exécution de son entreprise. Il doit obéir. Et on est vraiment dans cette logique hiérarchique que j'évoquais tout à l'heure. L'entrepreneur doit obéir à l'ingénieur comme le subordonné obéit au chef de service. Mais cette clause générale d'obéissance va donner lieu à des contentieux extrêmement importants, parce que le problème, c'est que pour être subordonné, le co-contractant n'en est pas moins entrepreneur, et il a la préoccupation de ses intérêts pécuniaires, et face à un ordre verbal, quelle preuve détient l'administration pour dire « j'ai ordonné qu'il fasse cela » ? Non. « J'ai ordonné qu'il ne fasse pas cela » ? Si. Et donc on voit bien qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas d'écrit, l'ordre, ça n'est pas comme dans une administration ou au quotidien où le chef de service peut imposer ses ordres à ses subordonnés, l'ordre a besoin d'avoir une certaine consistance pour être transformé en droits et obligations pécuniaires, parce qu'ici il ne s'agit pas seulement de l'action du bureau, il s'agit véritablement de la mobilisation de moyens financiers des entrepreneurs. Et dans le cahier de 1866, des cahiers de 1863 d'ailleurs, on verra émerger l'obligation que les ordres de service soient écrits pour pouvoir être opposables à l'entrepreneur, qu'ils soient enregistrés, numérotés dans un registre un peu comme les registres d'enquête publique, les registres cotés, paraffés des ordres de service. Eh bien, on trouve la même en matière d'expropriation, on retrouve la même logique en matière d'ordre de service, et on retrouve bien cette théorie encore aujourd'hui. Les ordres de service doivent être écrits, et la jurisprudence est extrêmement suspicieuse à l'égard des ordres de service verbaux, que ce soit d'ailleurs l'administration qui tente de dire qu'elle a donné des ordres sans les avoir écrits, ou l'entrepreneur qui prétend en avoir reçu alors qu'il n'en a pas reçu, parce que quand il prétend avoir reçu un ordre, généralement c'est parce qu'il a fait des travaux supplémentaires qu'il cherche à se voir payer. Et donc on a vraiment cette idée encore aujourd'hui, cette théorie de l'ordre de service, elle est directement issue de ces cahiers des clauses et conditions générales de 1811. Le deuxième point dans ce pouvoir de direction et de contrôle de l'administration, il tient au régime des sanctions. Ce qui est très frappant, c'est que dans l'ensemble de ces cahiers des clauses et conditions générales, 1811, 1833, 1866, 1892, 1910 et même après, jusqu'en 1976, 76 c'est différent, eh bien, il n'est traité que des sanctions résolutoires. Il n'est traité que des sanctions résolutoires, et donc il est traité pour l'essentiel de deux formes de sanctions. La résiliation, avec ou sans réadjudication. La réadjudication, donc je vous l'ai dit, c'est le procédé qui met à la charge de l'entrepreneur défaillant le coût pour l'administration de la passation du nouveau contrat. Et puis la deuxième forme de sanction, c'est ce qu'on appelle la mise en régie. La mise en régie consiste pour l'administration à prendre la place de l'entrepreneur et à exécuter le contrat avec les moyens de l'entrepreneur, mais en étant elle-même directrice de l'opération. Ça faisait très très peur aux entrepreneurs au XIXe siècle parce qu'ils ne sentaient pas l'administration aussi, vigilante à l'égard de leurs deniers qu'elle l'était à l'égard des siens propres. Et par conséquent, les entrepreneurs étaient très inquiets face à cette régie, cette mise en régie du contrat. Et d'ailleurs, dès 1811, et c'est la seule d'ailleurs, il y a une note en bas de page qui est ajoutée au cahier et qui précise qu'il faut être extrêmement prudent dans ces mises. Mais quoi qu'il en soit, donc, on a dans ce régime des sanctions essentiellement donc, ces sanctions résolutoires, parce que la mise en régie en réalité est une forme de sanction résolutoire. En revanche, rien sur les pénalités de retard, alors qu'elles existent dans les contrats qui sont rapportés par François Monnier au XVIIIe siècle, dans ceux qui sont parfois rapportés par Xavier Besançon dans sa thèse qui évoque un peu les questions du XIXe siècle. On voit des pénalités de retard, mais ici il y a une espèce de partage, comme si la sanction résolutoire était une sanction standardisée, mais comme si la pénalité de retard, en revanche, devait être adaptée à chaque type de contrat et qu'elle ne trouvait pas sa place dans ces clauses types. Là encore, c'est une hypothèse, mais je ne vois pas d'autre explication sur cette absence
des pénalités de retard de ces clauses et conditions générales. Et quand je dis absence, c'est véritablement absence. Les pénalités ne sont même pas mentionnées. Voilà pour ce deuxième point. Troisième point, je voudrais aborder, et évidemment c'est un des morceaux classiques, morceau de choix du droit de l'exécution des contrats administratifs, je voudrais aborder les questions qui touchent aux modifications du contrat. Alors, je parle de modification parce que le terme d'intérêt général n'est jamais prononcé dans le cahier de 1811, il ne l'est pas non plus dans le cahier de 1833, pas davantage dans celui de 1866, pas davantage dans celui de 1910, parce que on n'imagine pas que l'administration modifie le projet autrement que pour une raison d'intérêt général. Le régime des modifications est inventé. Là, pour le coup, directement de ce cahier des clauses et conditions générales. Il n'existe pas avant, à mon sens, à essayer de modifier les contrats, mais il n'est pas clair qu'elle en ait le droit au XVIIIe siècle. Et on sent que c'est au XIXe siècle, et ici on sent bien l'emprise administrative de l'administration consulaire puis impériale. Il reste à l'entrepreneur une certaine marge de manœuvre par rapport à ce droit. Comment l'entrepreneur est obligé d'accepter les changements, il ne peut pas les refuser. Un sixième du prix de l'adjudication. Si cela excède un sixième en plus ou en moins, alors il a le droit de demander la résiliation de son contrat. Autrement dit, lorsqu'il y a à ne pas continuer d'exécuter son contrat, mais peut demander à ce qu'il soit résilié. Dans le cas, en revanche, où ces modifications n'atteignent pas un sixième, donc il doit les exécuter, et le prix de la modification, en plus ou en moins, est calculé par rapport au prix de détail fourni dans l'offre. C'est-à-dire que s'il fallait poser et là je fais des clins d'œil à la doctrine actuelle, mais que l'entrepreneur de marché de travaux publics assume un risque d'un sixième du prix de l'adjudication, puisque tout de un sixième, eh bien, tous ces événements et tous les surcoûts surtout qu'ils généreront seront entièrement à sa charge. Et nous sommes bien ici en marché, nous ne sommes pas en concession. Dans le cahier de 1866, on a sensiblement fait évoluer ces dispositions du cahier de 1811. On les a fait évoluer à la suite certaines clauses étaient signalées comme trop rigoureuses et même comme contraires au principe de l'équité. Et donc, en particulier, cette clause sur la modification, de telle sorte que on a modifié ces clauses au profit d'un système qui est rémunéré, ça c'était déjà acquis, obligation
d'exécuter jusqu'à l'augmentation d'un sixième, puis droit à résiliation. Et en revanche, en cas de diminution, obligation d'exécuter jusqu'à un sixième et indemnisation des surcoûts. Surcroît de travail et la modification par moindre travail, en considérant que le surcroît de travail ne doit pas être défavorable à l'entrepreneur en règle générale, donc il ne faut pas qu'il se plaigne, et qu'en revanche, la modification par moindre travail suppose son indemnisation. Et donc ici, on a quand même une règle qui est sensiblement plus favorable à l'entrepreneur et qui est surtout profondément analogue l'entrepreneur. Et donc on a bien ici, dans ce cahier de 1866, la structure actuelle du régime de notre modification du contrat pour motif d'intérêt général. On a également, et je vois que ça fait déjà presque une heure que je parle, donc je vais accélérer très sensiblement, on a également dans le cahier de 1811 l'administration peut mettre fin au contrat à tout moment, comme tout maître de l'ouvrage d'ailleurs, il peut décider de mettre fin au contrat. La seule chose, c'est que l'entrepreneur de travaux publics aura moins de droits que l'entrepreneur privé face à un maître d'ouvrage privé. La seule chose qu'il pourra obtenir, c'est que l'administration procède à la réception des travaux déjà réalisés, sachant que cette réception des travaux déjà réalisés fera commencer à courir les délais de garantie du prix du marché, parce que au XIXe siècle, l'administration ne payait la dernière fraction du marché venait à subir des dommages qui relevaient de la garantie de l'entrepreneur, il valait quand même mieux avoir encore quelques sous à lui en poche, ça permettait d'avoir à éviter d'aller les chercher contentieusement notamment. Et donc vous voyez que la résiliation unilatérale du contrat offre des garanties sensiblement moindres, voire de résiliation unilatérale du contrat, soit reconnue sous c'est-à-dire que l'administration, si elle a causé un dommage en ne poursuivant pas l'exécution du contrat jusqu'à son terme, doit payer les conséquences de ce dommage à son co-contractant. Une ébauche de la théorie de l'imprévision dans le cahier des clauses et conditions générales. En effet, ce cahier des clauses prévoit, mais c'est plus clair dans le circonstance de force majeure, eh bien, l'administration indemnisera l'entrepreneur qui continuera d'exécuter le contrat. En droit privé, la force majeure exonère le co-contractant de l'exécution de ses obligations. C'est peut-être un bien grand mot, mais une possibilité d'indemnisation au profit de l'entrepreneur pour qu'il poursuive l'exécution de son contrat. C'est l'article 28 dans le cahier des clauses 66. Je cite cet article-là parce qu'il sera au centre d'un grand débat au moment de la guerre de 1914-1918, dans la mesure où l'ensemble des titulaires de marché, ou plus exactement l'ensemble des représentants des titulaires de marché, prétendront que la survenance de la guerre est constitutive d'un cas de force majeure et que par conséquent, ils ont le droit à une indemnité pour l'augmentation mi-figue, mi-raisin, et peut-être que ça doit conduire à relire un peu différemment la jurisprudence sur l'imprévision.
Conseil d'État, ce genre de considération. Et par ailleurs, le Conseil d'État l'exécution des contrats et dans des conclusions de 1918, théorie de l'imprévision qui est initialement développée à propos des concessions, mais en 1918, le commissaire du gouvernement issu du droit des travaux publics est issu en réalité de ce cahier des clauses et conditions générales, c'est ce qu'il dira dans des conclusions sur un arrêt qui s'appelle Gaz de Poissy, et il justifiera pour cela que cette théorie de l'imprévision, au-delà du cahier des clauses et conditions générales, soit étendue également au marché public et pas seulement aux concessions. Et on voit ici un curieux détour, c'est que l'embryon de la règle se trouvait dans le cahier des clauses et conditions générales. Le principe a été appliqué aux concessions et c'est ensuite ce principe qui va se trouver appliqué au marché de travaux publics, alors même qu'on ne voulait pas appliquer pour les faits de guerre, qu'on ne voulait pas appliquer directement le cahier des clauses et conditions générales. En tous les cas, vous le voyez, sanctions, modifications, exécution personnelle, ordre de service, imprévision, voilà quand même une série de figures importantes Cela conduit, et je coupe des bouts parce que je commence conduit à une réflexion et à une relecture de la thèse de méditer sa thèse. Suit-il de là de ce que le contrat prévoit avec une telle minutie les obligations du co-contractant et les droits de l'administration pour obtenir l'exécution de ces obligations, que les stipulations relatives au contrôle n'appartiennent contrôle sont-ils simplement de nature contractuelle, puisque ces droits découlent de la nature même de l'administration et du but qu'elle poursuit, puisqu'ils ne sont qu'une réaction de l'idée de service public sur le contrat, on peut dire qu'ils existeraient indépendamment du contrat, même si le contrat ne les avait pas expressément formulés. Ils appartiennent à l'administration comme volontairement faire l'abandon. Ils sont une manifestation de la puissance publique qui appartient à l'administration pour atteindre le but qui est éminent, qui est le sien. Ce qui est frappant dans ce texte rédigé en 1943, c'est que on sent qu'on a perdu la mémoire de l'origine de ce droit des contrats administratifs. Et on a clairement, avec Geyse et surtout avec Péquignot, une espèce de transmutation depuis un droit qui était essentiellement textuel et qui était puisé dans ses cahiers, en particulier des formules extraordinaires, ces droits découlent de la nature même de l'administration. Alors non, et qui certainement ne relève pas d'un droit naturel de quelque nature que ce soit, mais on a contrat administratif sous l'influence de Geyse puis de Péquignot à l'évacuation progressive de la source textuelle au le produit de la répétition des textes antérieurs. Et d'ailleurs, si on regarde les travaux de Geyse, on est extrêmement frappé qu'il jongle avec les cahiers des clauses et conditions générales en disant, dans l'article 21 du cahier de complètement à la source textuelle au profit de cette idée qu'il y aurait des principes qui seraient de droit
D'abord, un droit textuel repéré dans un champ bien précis, dans le champ des marchés de travaux publics. Et certes, il a essaimé, il a diffusé dans d'autres branches à mesure du développement du droit des contrats administratifs, mais je crois qu'en faire une espèce de droit naturel de l'administration serait au fond manquer un peu son mode de fabrication, lui donner une espèce de nous le revendre comme une espèce de droit intangible et insusceptible de quelque évolution progressive, et qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, cette construction, cette réflexion sur le droit commun des contrats de l'administration ne se poursuive pas. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi patient avec moi. Avant de donner la parole au public, je vais la monopoliser. Tout d'abord pour te remercier pour ton exposé et que j'ai trouvé très intéressant, surtout que je ne connais pas grand quasiment à un cours pour néophytes. D'un droit naturel des contrats et dans le prolongement de GES. Que Péquignot ait adopté une telle posture m'étonne peu parce que finalement la thèse de droit inhérent à l'administration et sa théorie de la personnalité juridique lui permet de justifier cette position. Et finalement, Péquignot ne ferait que transposer cette théorie des pouvoirs inhérents de l'administration, de pouvoirs qui ne m'étonne pas outre mesure. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que GES, d'une certaine façon, en fasse autant. Alors GES ne le fait pas, d'après ce que tu viens de dire, de la même sens. Et j'avoue que de la part de GES, qui me semblait plus légaliste, même s'il s'inspire des écrits de Duguy, c'est plus étonnant. Alors est-ce que je me trompe sur GES ou est-ce qu'il y avait un courant dû à l'importance de la jurisprudence du Conseil d'État? Clauses et conditions générales, et plus généralement du droit des contrats administratifs, est marqué par une considérable prolifération. Et là où on peut suivre, par exemple, pendant tout le 19e siècle, on voit au XXe siècle tous les ministères adopter leur cahier avec des clauses un peu spécifiques, etc. Et on voit d'ailleurs GES qui ironise parce que le ministère des régions libérées s'est trompé en appliquant un cahier d'un autre département ministériel, mais un cahier des clauses et conditions générales des fournitures pour l'appliquer à des contrats de travaux. Il dit évidemment ça ne pouvait pas marcher, etc. Mais en gros, l'idée générale, c'est que ça prolifère, ça devient un droit beaucoup plus technique et beaucoup moins méthodique qu'il ne pouvait l'être au XIXe siècle. Et on sent bien que la volonté de GES, en tous les cas dans ces passages, parce que c'est pas non plus l'essentiel de ces principes généraux, encore que les principes généraux applicables au contrat administratif, mais dans ces passages, sur le 3e volume, je crois, c'est d'essayer de trouver un fil directeur. C'est d'essayer de trouver des points communs. C'est de la méthode, c'est de la technique. Alors qu'on sent que chez Péquignot, on passe de la méthode et de la technique à une espèce de principe presque philosophique, là, effectivement, où ça rejoint les problématiques d'Oriou, où il s'agit de dire que l'administration
inhérent à ce qui fait que l'administration est une administration. Donc je crois que chez GES et chez Péquignot, c'est pas la même logique qui est à l'œuvre. Bon, je crois qu'il y aura plein de questions. Il y a Camille Broyel d'abord, et puis ensuite M. Colli. Non, mais c'est juste, c'est dans la même logique que le Conseil d'État, il me semble, en tout cas, je ne suis pas du tout complètement dessus, mais il me semble qu'il ne parle pas vraiment de l'éluder, de l'éluder, C'est-à-dire qu'il y a des arrêts qui appliquent tout simplement les dispositions du cahier des clauses, hein, quand elles sont applicables. Et puis il y a des arrêts. Règle générale, ça devrait vouloir dire principes généraux de valeur réglementaire. Hein, c'est parce que règlement. Donc en matière contractuelle, ça devrait pouvoir être la même chose, sauf qu'il ne le dit jamais, qu'en règle générale, c'est la loi qui. Cette position de GES et Péquignot, je pensais plus, pour l'avoir vu il y a longtemps, mais je voudrais que ce n'est pas très intéressant. La thèse d'un gouvernement construit. Il n'est pas là pour se défendre. Hein. Pardon? Il n'est pas là pour se défendre. Depuis pas longtemps. J'ai tort parce qu'il faut une relecture avec un œil différent. Mais la raison que j'ai, c'est qu'effectivement, dans cette fin du tous les domaines. Alors donc il y a déjà effectivement un phénomène auquel je suis en train de répondre. Ensuite il y a aussi cette idée, cette volonté de construire un droit administratif plus théorique, de construire vraiment avec notamment l'exemple de l'idée unique qui serait service public par exemple. Et donc on essaie d'appliquer au contrat, ça marche. Il ne peut pas s'appuyer sur des textes qui sont vraiment des textes un peu petits de pratique administrative et qu'il faut au contraire essayer de monter vers des textes, vers des principes qui sont plus théoriques. Et alors en plus de ça, j'ai l'impression aussi qu'il y a une autre préoccupation, c'est d'assurer des garanties à des contrats qui comportent des rémunérations. Et je pense en particulier, parce que c'est un travail sur le sujet sur lequel j'ai travaillé, ce qui est modifiable et ce qui n'est pas modifiable, et tout ce qui est rémunération, bien entendu, ça n'est pas modifiable. Et pourquoi c'est pas modifiable? Alors on va voir parce que les grands principes qui s'imposent, c'est un peu l'impression que j'ai comprendre cette attitude qui arrive au début du XXe siècle, en particulier systématiser la loi avec chez Oui, tout à fait. C'est clair que en profiter pour dire une chose. Quand le grand mouvement concessif de la deuxième partie du XIXe siècle se met en œuvre, avec notamment les chemins de fer, avec des investissements très lourds, bon, ça commence avant ça commence à 1835, mais enfin en gros c'est à partir de 1850 que ça devient très, très massif. Et quand on regarde le droit de la concession qui se réélabore, parce qu'en réalité il avait déjà été élaboré avant, mais qui se réélabore à ce moment-là, on voit quand même clairement l'idée que l'ensemble du régime applicable au marché public, c'est pas un régime applicable automatiquement à la
dans les mécanismes de concession. Ou au contraire, le concessionnaire, les frères Perrer, la Lyonnaise des Eaux, la Générale des Eaux, c'est des grosses entités, elles savent fonctionner toutes seules, elles ne sont pas sous l'emprise immédiate de l'administration, et donc il faut les séparer. Qu'on relie Péquignot 50 ou 60 ans, enfin non, un siècle après, il vient nous expliquer que le pouvoir de contrôle de l'administration, il existe dans tous les contrats, et surtout les contrats de concession, parce que c'est le droit naturel de l'administration. Et ici, on est à la limite du mensonge, parce que quand on reconstruit le droit de la concession au XIXe siècle, enfin, à partir du Second Empire, pour simplifier, on le fait exactement pas sur ces bases-là. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est pas du droit naturel de l'administration, c'est au contraire, c'est du droit très construit de l'administration. Mais sinon, effectivement, tout ce qui concerne les emprunts publics va poser la question de savoir quelles sont les clauses financières, la concession, quelles sont les clauses réglementaires, etc. Donc, il est clair que chaque nouveau type de contrat va générer des questions nouvelles. Et si on voulait faire un pont vers le présent, on verrait par exemple que il est clair que c'est le développement des contrats de partenariat qui doivent contenir des clauses relatives au risque, qui supposent qu'on détermine maintenant ce que c'est que les clauses relatives au risque. C'est des questions qui émergent à mesure que se développe ce type de contrat. Mais il est incontestable que le caractère de plus en plus protéiforme du contrat au début du XXe siècle conduit à ce que les questions deviennent plus complexes qu'elles ne l'étaient dans les textes du début du XIXe, indéniablement. Vous voulez vous venger. Vous voulez vous venger de... Allez-y. S'agissant peut-être de la nature des cahiers des clauses générales, à savoir que est-ce qu'on ne peut pas leur reconnaître une nature contractuelle, à savoir que pendant longtemps, s'est posé la question de leur double nature ou l'éventuelle nature unilatérale, compte tenu de l'inclusion des règles de passation à l'intérieur. C'est pour ça que petit à petit, on a isolé les règles de passation. D'abord dans un règlement de consultation, où il n'y a pas encore 15 ans, on se demandait si c'était un acte contractuel, un acte unilatéral, avant de se rendre compte qu'en définitive, il était rattaché aux impératifs de passation contenus dans des textes de nature purement réglementaire, le code des marchés publics. Ça, c'était une première chose. Restait donc un second volant, et d'ailleurs, GES s'est longtemps fondé sur ce caractère unilatéral pour nier le caractère contractuel d'un certain nombre de marchés publics. Reste le volant contractuel. Et sur le fondement de ce volant contractuel, on peut peut-être expliquer que les cahiers des clauses générales étaient purement contractuels, donc supplétifs, de nature à pallier au caractère supplétif du droit commun, du droit civil, qui est de nature à expliquer le pouvoir de direction du maître de l'ouvrage, de nature à expliquer que pendant longtemps, la modification en dehors de tout ordre écrit sera refusée sur le fondement de l'article 1793 du Code civil, que la construction du régime indemnitaire, d'abord de la résolution pour faute, mais également ensuite de la résolution pour motif d'intérêt général, s'est fondée sur l'article 1794 pendant presque 50 ans, et que, à défaut de stipulation pour répondre à la question des intérêts moratoires, le juge administratif a appliqué le cas échéant, soit le droit de gage général du Code civil, les ex-articles 2092 et 2093, soit tous les articles relatifs aux intérêts moratoires, établissant ainsi une architecture qui peut-être après sera mise en cause entre un acte de nature purement contractuelle et des textes de droit commun de nature législative, à défaut de réglementation. Je ne sais pas si c'est aussi méthodique que ça. Moi, quand je regarde les cahiers des clauses et conditions générales, quand je regarde les commentaires qui en sont faits à l'époque par le directeur général des ponts et chaussées, donc le même qui écrit le cahier des clauses, enfin, les mêmes services, les mêmes bureaux en tous les cas qui écrivent, sont assez d'accord pour dire que on applique un certain nombre de figures connues du droit privé, par exemple pour les pouvoirs du maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage peut finir un contrat, peut modifier un contrat, vous n'êtes pas obligé de vouloir continuer comme vous l'aviez prévu au début, mais nous disent-ils, puisque le maître d'ouvrage est administratif, il n'est pas soumis aux mêmes impératifs, et notamment aux mêmes impératifs en termes d'indemnisation. Sauf que tout ça est contenu dans les mêmes dispositions, stipulations, peu importe le terme qu'on leur donne, de ces cahiers des clauses et conditions générales. Autrement dit, j'ai pas l'impression qu'on raisonne, en tous les cas au XIXe siècle, j'ai pas l'impression qu'on raisonne en termes de couches et surcouches.
j'ai l'impression que tout est dans le même instrumentum en quelque sorte, parce que au fond, on fabrique un droit applicable à ces contrats, tout en sachant qu'effectivement, il y a derrière le droit des obligations, tel qu'il vient d'être reformulé en 1804, mais tel qu'on l'applique depuis longtemps. Et il me semble que de ce point de vue-là, la formation de ces juristes de bureau administratif du début du XIXe siècle doit quand même beaucoup aux méthodes de formation juridique du XVIIIe siècle, où certes on applique un droit spécial d'édit, d'ordonnance, de tout ce qu'on veut, mais on a derrière les vieilles rengaines du droit romain, du droit coutumier, etc., qui sont l'espèce de liant de la matière spéciale contenue dans les textes exécutifs, dans les textes royaux. Il me semble qu'au XIXe siècle, en tous les cas, on fait un peu la même chose avec le droit administratif. Enfin, c'est d'ailleurs la même chose, parce que c'est déjà du droit administratif avant la Révolution. Mais donc, on a des textes spéciaux, tout en étant bien d'accord qu'on a une musique générale qui s'applique également. Et jusqu'à Aucoq, lorsqu'on regarde dans Aucoq, ça ne trouble pas qu'on ait d'un côté la qualification de contrat commutatif, de contrat aléatoire, etc., et d'un autre côté la qualification de marché public, etc. C'est deux ordres de logique différents, me semble-t-il. Mais en tous les cas, plutôt contenu dans le même instrumentum. Petite remarque qui va dans votre sens, savoir que si on relit les Poré-Cuello et les Barrier-Texier qui viendront ensuite, donc les commentaires successifs, ce sont des commentaires pratiques, non juridiques, et dans mes souvenirs dans lesquels il est exclu de jurisprudence, quasiment, ou autre chose. Ce sont des commentaires assez largement en volume, proportionnellement pratiques. Ils sont pratiques, mais ils deviennent de moins en moins juridiques à mesure qu'ils avancent dans le temps. Mais j'en ai plein là, parce que je les vole, une librairie, je fais de l'abus de bien social, la mémoire du droit, mais... Heureusement que je les ai achetés. mais il faut que je lui rende, hein, j'ai même les petites étiquettes dedans. Enfin, non, celui-là, il est à moi. J'en ai le plus beau. oui, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai les rogateurs. Les premiers, il y a quand même énormément, alors en plus celui il est noté par un vieil avocat au Conseil, mais il y a énormément d'arrêts du Conseil d'État qui sont cités. Et on voit quand même que d'ailleurs 80% des solutions qu'on nous vend comme nouvelles des 30 dernières années sont déjà assez largement tranchées au 19e siècle. Ça, c'est une histoire bien connue. Mais donc, oui, ensuite l'administration devient un peu oublieuse du droit, mais au 19e siècle, non, pas encore. Il y a plusieurs choses. Moi, je suis pas. Bon, j'ai vraiment l'impression que on part de l'idée que vraiment le cahier des charges doit se suffire à lui-même. Au 19e siècle. La pénétration du droit civil, je ne crois pas du tout. Un autre ici pourrait. Enfin, tout ce que j'ai rencontré vraiment. En même temps, il y a une chose qui est évidemment extrêmement embarrassante pour tous ces. Pour les commentateurs, Gèze y compris, c'est le fait que les cahiers des charges, c'est des cahiers des charges maison, par administration. Quand vous dites que le pouvoir de contrôle n'existe pas beaucoup dans les marchés de travaux, pas énormément, je pourrais plus le faire maintenant parce que Cujas, avec sa grande science bibliophile, a envoyé tout ça au pilon, mais il y avait le bulletin officiel de la marine. J'avais regardé. Pour la marine, dans les cahiers des charges, c'était vraiment, je dirais, des cahiers des charges impénétrables au droit civil et à la jurisprudence du Conseil d'État. Et là, il y avait des pouvoirs de contrôle absolument tout à fait exorbitants, puisque avec les visites, le droit de pénétration, c'est tout juste si on ne prévoyait pas qu'un agent couchait à côté des tours à fabriquer
les obus, ça a été sûrement un grand... la question de l'unification a été sûrement... Et puis alors, il y a à côté, il y aurait... C'est tout ça que j'aurais bien aimé trouver dans la thèse que j'ai donnée, complètement ratée. Mais il y a aussi les cahiers des charges, type applicable aux collectivités locales. Et ça, le ministère de l'Intérieur, dès les années, je ne sais pas, 1820, 1830, qu'est-ce qu'il en a sorti pour n'importe quoi, les bains-douches, les trucs, enfin les bains-douches, 1830, j'exagère un peu, mais tout un tas de choses. Et là, il y a vraiment, et tout ça paraissait, enfin, au moins dans la pratique des bureaux, vraiment de la réglementation. Pour accéder à la logique contractuelle, je crois qu'il a fallu du temps. Et je n'ai pas l'impression que les arrêts du Conseil dans les années, enfin au XIXe siècle, retrouvent grand-chose quant aux règles générales. C'est vraiment, enfin, ça passe comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, me semble-t-il pas, dans le Conseil d'État du premier 19e siècle, la volonté de fabriquer de la jurisprudence comme il peut y en avoir maintenant. Oui, oui, sûrement. Donc, oui. Donc il y a quand même la relecture doctrinale, même assez proche du Conseil, quand on voit chez Cormenin ou chez Gérando ou des gens comme ça, on voit quand même des arrêts qui, quand on les lit, semblent quand même des arrêts étrangement d'espèce, être réinterprétés comme le signe de règle générale. En quelque sorte, l'arrêt n'est que c'est comme un iceberg, hein, c'est la partie émergée. Il manifeste qu'il y a plus profondément quelque chose, mais c'est pas l'arrêt lui-même qui fabrique la règle, en quelque sorte, contrairement à ce qu'on a maintenant. Sur les logiques contractuelles et les logiques de bureau, en quelque sorte, qui se confrontent, j'ai tendance à penser qu'il y a sans doute les deux mouvements. Indéniablement, il y a une logique de bureau, indéniablement. Et effectivement, les opérations de contrôle dans les marchés d'armement, encore maintenant d'ailleurs, je crois que c'est un peu d'espionnite, un peu de suspicion vis-à-vis de tas de choses, font qu'il y a vraiment des logiques de bureau très fortes. Mais il me semble qu'en même temps, on voit dans ces cahiers, dans ces contrats, alors c'est pas forcément dans les cahiers, parce que ça se trouve aussi dans les devis, dans les cahiers des clauses techniques, etc., mais des tas de considérations sur quand est-ce que c'est de la responsabilité du vendeur, quand est-ce que c'est de la responsabilité de l'acquéreur, à partir du moment qui est responsable de quoi. Et même en creux, parce qu'effectivement, souvent, ça déroge aux mécanismes généraux du Code civil, mais même en creux, on sent bien qu'on ne peut pas complètement faire litière de la logique contractuelle et qu'il faut quand même bien déterminer qui est responsable de quoi, à quel moment, qui garantit quoi, etc. Et là, on retrouve malgré tout, me semble-t-il, ces mécanismes contractuels aussi. Donc, je pense qu'il y a les deux mouvements sont à l'œuvre. Et je pense que, là encore, il faut sans doute distinguer le premier 19e siècle, où malgré tout, il me semble qu'on a quand même encore des administrateurs qui sont des juristes formés aux vieilles méthodes, et la deuxième moitié du 19e siècle, où la logique de bureau prend sans doute le pas dans les marchés. Dans les concessions, c'est un peu différent, mais où la logique des bureaux prend sans doute le pas dans les marchés, parce que, on a un régime administratif qui commence à se reproduire, ne se trouver plus de référence qu'en lui-même et qui par conséquent ne voit plus trop l'intérêt de se pencher vers le droit civil. Je pense qu'il y a de ça aussi. Benoît ? Je suis interpellé. Ah oui. Non, mais moi j'irais plutôt dans votre sens. Mes lectures maintenant sont un peu lointaines, mais je crois que c'est un peu comme ça que j'ai formulé l'idée dans ma thèse, c'est que la pénétration du droit privé, enfin l'utilisation du droit privé, c'est essentiellement en matière de contrat doctrinal et de l'ordre de la stratégie de l'autonomie. J'ai consacré un chapitre, donc ça rejoint tout à fait, c'est un peu une mystification doctrinale, mais dans la réalité
de la vie des bureaux, comme vous dites, j'ai eu exactement la même impression. C'est-à-dire que l'utilisation du droit civil va être essentiellement une affaire doctrinale, ancienne d'ailleurs, parce que c'est très frappant quand on lit Aucoq, mais c'est déjà frappant chez d'autres auteurs, où souvent, ça se voit d'ailleurs chez Aucoq, le droit civil est juxtaposé et plaqué. C'est-à-dire que Aucoq, dans son cours, fait un très long rappel, il fait un cours de droit des obligations. Mais enfin, c'est extrêmement juxtaposé, c'est-à-dire qu'après on n'en parle plus dès qu'on passe au contrat. Donc c'est une aventure essentiellement doctrinale, intellectuelle, c'est la reconstruction a posteriori de la doctrine lorsqu'il a fallu donner un peu, il a fallu affirmer l'autonomie du droit administratif avec un mouvement un peu contradictoire. C'est bien un contrat, mais ce n'est pas un contrat. Et à côté de cela, je suis assez d'accord avec l'idée, bon, la nature contractuelle est quand même assez lointaine du XIXe siècle, surtout la première moitié du XIXe. Tous les arrêts, Ouvrard, on retrouve beaucoup monsieur Ouvrard, voilà. Et en revanche, de temps en temps, mais très ponctuellement, et c'est ce que j'avais indiqué dans la première partie de ma thèse, parfois, en dehors de toute considération de construction de la discipline du droit administratif, il s'est posé de temps en temps des questions où on a fait appel au droit civil, et pour ça qu'on peut repérer des arrêts sur le dol, sur la cause, sur l'erreur. Mais c'est vrai que ces arrêts-là, on les trouve au 19e, on les trouve surtout un peu plus au 20e siècle, mais ça intervient dans la technicité de ce droit des contrats. Donc je crois que je partage tout à fait votre point de vue. Dans les marchés, j'avais été frappé, j'avais été exécuté. Sur la force majeure. C'est là où mais l'idée, la force majeure, on la trouve les arrêts, on voit que les marchés avaient prévu le cas de force majeure. Et dans un premier temps, le Conseil d'État nous dit, donc, alors la force majeure, il y a des choses comme ça, la tempête, là il y a l'explosion ou l'abordage, c'est pas dans les cas de force majeure, c'est au marché. Et puis, vers les années 1830, 1840, oui, effectivement, il y a la force majeure énumérée, mais il y a aussi la force majeure. Et c'est ce qui me faisait dire que c'est à partir de cette période-là que le marché est devenu un contrat. Ouais, tout à fait, c'est la même époque d'ailleurs, on voit le dol, l'erreur, comment c'est. Alors est-ce que c'est l'influence, je ne sais pas, des conseils, des avocats c'est difficile, mais on voit bien qu'il y a une évolution. Je pense que le cahier de 1811 est très dur et que les interprétations qui en sont faites par le Conseil d'État sont également très dures, ce qui ne facilite pas, et que, comme je disais, ensuite, il est clair qu'il y a quand même des volontés d'assouplissement et que l'invocation du droit des obligations est indéniablement des vecteurs pour faire venir un peu plus d'équilibre voilà, c'est ça. dans ce droit. Et c'est toujours à l'initiative des requérants, parce que dans le Bon de l'époque, on a la chance d'avoir longuement les indications, enfin, les prétentions des requérants, et c'est là où on voit, donc c'est là où on peut supposer que derrière, je ne sais pas, c'est l'avocat au conseil, devant le Conseil d'État, qui a l'idée de transposer. C'est un peu comme ça, moi j'avais ressenti les choses. Bonsoir. Oui, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas, à l'occasion de situations un peu particulières, des cas où la jurisprudence judiciaire et la contestation ont connu et ont essayé d'appliquer plutôt du droit civil et des règles Justement. Ouais. Ça y est. Les marchés communaux. Et puis, voilà. Les marchés communaux relevaient du droit civil. à propos de la sous-traitance, quand on lit le cahier 1811, quand on lit le cahier 1833, on a le sentiment, surtout 1811, on a le sentiment que c'est vraiment pas possible et que ça doit déboucher mécaniquement sur la résiliation du contrat. On pourrait presque parler de compétences liées de l'administration, même si
Le terme est évidemment pas employé. Et il y a un arrêt, je crois, de 1843 de la Cour de cassation qui dit que ça n'est pas d'ordre public. C'est-à-dire que l'administration n'est pas tenue, que le contrat n'est pas nul parce qu'il a été procédé à de la sous-traitance. Que c'est à l'administration qu'il appartient de choisir si elle l'entend, parce que ça a préjudicié à ses intérêts, mettre en œuvre. Ici, on voit clairement la jurisprudence judiciaire essayer de vider de son sens une disposition du cahier des clauses et conditions générales trop dure par rapport manifestement à la pratique contractuelle. Donc effectivement, incontestablement, lorsqu'elle est compétente, la juridiction judiciaire essaye d'assouplir certaines des rigueurs de ce cahier. Mais je dirais qu'elle ne se pose même pas la question, elle applique code Là, civil quand même. Il y a cette idée. Cet arrêt-là, quand même, elle applique le cahier lui-même. Hein. Elle applique le cahier lui-même, mais elle l'interprète pour dire que quand il dit que c'est pas possible, ben, c'est pas d'ordre public, et donc si l'administration ne l'a pas voulu, alors le contrat est pas nul d'emblée. Donc c'est quand même clairement le cahier qu'elle applique. Là. C'est un des rares arrêts où il ne s'agit pas de... Ben, c'est pas biaisé, quoi. C'est vraiment frontal. Je vais reprendre la parole. À propos du pouvoir de modification, du pouvoir de direction. Le pouvoir de direction et de surveillance dispose l'administration au XIXe siècle dans le cadre des marchés publics. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à bien distinguer ce pouvoir de direction et de surveillance du pouvoir de modification unilatérale des contrats. Il me semblait qu'il y avait toujours quelque chose quand même de commun, qu'il y avait toujours ce pouvoir hiérarchique. Maintenant, j'en suis d'autant plus convaincu, mais à voir la réaction, j'ai l'impression de commettre encore une erreur. Non, au contraire. Au contraire, je pensais même que tu avais lu mon papier et que tu avais vu un des passages que je n'avais pas lu. Je plaisante. Non, simplement, c'est quelque chose qu'on va trouver très nettement dit dans le cahier de 1866, qui distingue deux types de modifications. Les modifications importantes, et il y a un régime des modifications importantes, avec cette fameuse thématique du 1/6, qui est une autre règle derrière sur le 1/4 ou le 1/3 des matériaux, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis, il y a le régime des menues modifications. C'est... avant de mettre la brique là, vous allez mettre la brique là. C'est une modification, parce que si on avait prévu dans le contrat de faire de la manière différente, c'est pas pareil que ce qu'on avait prévu dans le contrat, mais c'est de la menu modification. Et la menu modification se rattache au pouvoir de direction de l'administration et pas au pouvoir de modification. Donc en fait, il y a le pouvoir de direction quotidien qui suppose un pouvoir de menu modification et le pouvoir de modification qui signifie qu'on part dans autre chose, dans des modifications d'ampleur plus importante. Donc en réalité, ça montre bien qu'il y a bien ce rattachement et qu'on a même fait un régime autonome de la petite modification qui est finalement un élément inhérent de ce pouvoir de direction de l'administration. Par contre, il n'y aurait que des pouvoirs de grosses modifications aujourd'hui en matière de concession. Parce que pour le détail, c'est à la... en matière de concession, oui, bien sûr. Ben ça, quand on regarde dans Christophe, par exemple, dans le tome 2 de Christophe sur les concessions, il le dit, il a été ministre des Travaux publics juste après, en plus, juste avant avoir écrit son bouquin, il le dit très clairement, c'est dans la concession, on n'est pas là pour enquiquiner le concessionnaire en disant il faut faire comme ci, pas comme ça. C'est la concession, c'est l'autonomie. Le concessionnaire, c'est un grand garçon, c'est une grosse entreprise, il a plein de contrats, il en a partout, il les a achetés par des moyens plus ou moins acceptables, mais il est réputé savoir-faire. Alors que l'entrepreneur de travaux publics, le cantonnier, d'un certain point de vue, c'est un enfant, il faut lui dire comment il faut faire. La logique, elle est vraiment là. Je crois qu'il faut vraiment, dans ce droit du 19e siècle, il faut vraiment faire le départ entre le marché, qui est vraiment l'administration et ses employés, quoi qu'on dise, c'est ses employés contractuels, et elle retourne même la figure contractuelle contre eux, ils se sont obligés à l'exécuter, donc ils sont encore plus obligés qu'un employé ordinaire, et le concessionnaire qui, lui, n'est absolument pas un préposé de l'administration. Il est autonome. Et alors l'administration ensuite peut regarder s'il a exécuté de manière régulière, mais c'est un contrôle a posteriori. Il n'y a pas de pouvoir de direction quotidienne du contrat, ça c'est clair. Bonsoir.
Dans cette perspective, je me pose une question là. Pourquoi alors mettre en concurrence, pourquoi des adjudications pour le marché pour des petits exécutants? Précisément alors que, ça. Alors que dans la concession, on va, parce qu'effectivement ce sont plutôt des grandes entreprises, on va procéder au libre choix des gros contractants. Précisément ça, c'est que en réalité l'adjudication est acceptable pour les marchés parce qu'en réalité on a trié entre les entrepreneurs de confiance et ceux qui ne sont pas confiance avant par les certificats de capacité et qu'après on va voir celui qui demande le moins cher, parce que c'est quand même ça, hein, c'est toujours cette logique d'employé. C'est vraiment, quand on choisit son domestique, on regarde ceux qui ont leur certificat des patrons, et puis on regarde ensuite celui qui demande le moins de gages. Mais enfin, le marché de travaux publics de base au 19e siècle, c'est ça. Le concessionnaire, c'est tout différent. On prend la Lyonnaise parce qu'on sait qu'à tel endroit, la Lyonnaise, elle gère convenablement le service des eaux. Et que si elle le fait convenablement là, elle le fera sans doute convenablement là. Il y a clairement cette logique-là. C'est que cet intuitu personné dont on parle maintenant, c'est en réalité plutôt de la renommée. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que telle entreprise est capable de, parce qu'elle l'a déjà fait. Souvent, c'est ça, ce qui justifie le choix de telle ou telle autre, qui le justifie officiellement. Donc l'idée de marché public entre personnes publiques au XIXe siècle n'a pas de sens. Non. Il y a des conventions entre personnes publiques quand on a un bien domanial qui passe de l'un à l'autre, quand il y a même des opérations qui ressemblent à des opérations d'aménagement, par exemple. Tous les grands travaux haussmanniens ont été réalisés sur la base de contrats passés entre l'État et la Ville de Paris, mais ce n'est pas les contrats pour la réalisation des travaux, c'est des contrats d'accompagnement des travaux, notamment sur la gestion de qui va payer les indemnités d'expropriation, etc. Mais l'idée qu'une personne publique soit le prestataire d'une autre personne publique au sens du droit des marchés publics, non. Mais d'ailleurs, même au XXe siècle, quand on a toute la jurisprudence Saint-Jean-de-Maurienne, la Ricamarie, etc., justement sur les ponts et chaussées qui travaillent pour les communes, on voit bien qu'on ne peut pas leur appliquer ni le droit des marchés publics. Le Conseil d'État l'a dit 20 fois que non, ce n'était pas le droit des marchés publics qui s'appliquait, et qu'on ne leur applique même pas vraiment le droit des contrats, puisque lorsque l'ingénieur des ponts et chaussées s'est planté, c'est quand même la responsabilité de la commune. Oui, parce que la justification que donne le Conseil d'État, c'est de dire que si c'était la responsabilité des ponts et chaussées, très vite on en arriverait à une recentralisation de la compétence, parce que la compétence suit la responsabilité, et que donc là où il y aurait la responsabilité, il y aurait la compétence. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser aux communes la charge des fautes commises par les ingénieurs des ponts et chaussées. C'est quand même extraordinaire, magnifique. Il faut arriver à le dire quand même. Même le président de la Betoul, dans la dot qu'il avait faite, enfin dans la chronique du centre de documentation, il n'était pas complètement convaincu par l'argument. Nous allons lever la séance. Nous nous retrouverons non pas le mois prochain, mais au mois de mars, après les vacances d'hiver, pour écouter cette fois-ci le professeur Bienvenu, qui nous parlera des droits incorporels. Les droits incorporels administratifs Des droits privés, des personnes privées, de 1818 à 1948. Voilà. Non, en revanche, oui, ça se voudrait une grande première. C'est pas pour faire. Parce que c'est un. Ou un article, ou un article, mais je voudrais ici commencer à faire ce que nous a suggéré Camille Borges, c'est-à-dire faire un exposé sous le contrôle de l'auditoire.
c'est que quelqu'un qui était Stelpono avait dit ça, je ne sais plus, qui était dans le secteur, enfin, comme c'était l'université de laquelle, un professeur qui avait une série de conférences aux États-Unis et qui détestait sur ses collègues, sur ses élèves. Mais évidemment, pour que ça fonctionne bien, il faut les tester une ou deux fois. Je ne reviendrai pas souvent pour parler. Donc on va essayer. On va voir. Donc vous avez 1 mois et demi pour travailler les droits incorporels. Non, parce que comme vous ne pouvez pas imaginer, enfin, vous pouvez imaginer de quoi il s'agit. Non, je vous expliquerai mes problèmes. Je pense que je ne les aurai pas tous résolus. Et en plus, je raisonne sur une matière morte, totalement morte. C'est le droit fiscal. Mais vous allez voir que c'est une matière totalement morte, avec une jurisprudence extrêmement abondante, très argumentée, mais qui préfigure des problématiques très contemporaines. Mais après, je dirais qu'il y a un vrai problème que j'ai. J'essaierai de donner à l'exposé un espèce de tour un peu expérimental. Merci encore, Frédéric Collin. Ouais.